Donc, je me présente. Moi, je suis Fritien Pierre-Louis. Je travaille en tant qu'animateur et conseiller sur les grandes cultures et pour le GAB IDF. Et je travaille sur l'agriculture de conservation des sols et le label bas carbone. Je laisse à Sisfam et Resol et les intervenants de Sisfam et Resol les présenter brièvement. Euh, oui, bonjour à tous. Luc, je prends la parole dans un premier temps si tu m'en voudras pas. Du coup, moi, Étienne, enchanté, cofondateur de Sysfarm et directeur général. Donc rapidement, Sysfarm, on est un acteur sur la partie décarbonation du monde agricole en grande culture et on accompagne les agriculteurs du calcul jusqu'à la commercialisation des réductions d'émissions qu'on appelle crédit carbone qu'on peut après revendre auprès d'entreprises partenaires. Et côté Risol, du coup, enchanté, Luc, associé fondateur de Risol, et je suis avec aussi Lise. Moi, je m'appelle Lise Andreu et je m'occupe de la partie diagnostic auprès des agriculteurs, principalement dans le Grand Est et en Île-de-France. Et du coup, nous, Risol, un peu comme Sysfarm, on accompagne les agriculteurs sur le diagnostic carbone, la labellisation auprès du label bas carbone et la valorisation et la vente des crédits auprès des entreprises qui souhaitent financer des puits de carbone agricoles en France. D'accord? Bon, merci pour cette présentation. Donc, si on se lance directement dans ce webinaire, donc le contexte de ce webinaire repose sur la nécessité croissante pour l'agriculture de s'engager dans des pratiques durables et disons qui sont respectueuses de l'environnement, en particulier en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre. Donc, pour les objectifs de ce webinaire, donc, c'est de pouvoir sensibiliser les agriculteurs à l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de leur fournir une meilleure compréhension du label bas carbone et son importance ou son rôle dans l'agriculture et de les informer sur les critères d'éligibilité et les processus de certification pour obtenir le label carbone. Donc, si l'on regarde de façon globale ce qui se passe par rapport au changement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre, donc nous pouvons voir qu'il y a actuellement, et donc il y a pour son évolution et pour l'évolution des gaz à effet de serre, l'Europe se présente comme un très bon élève puisque il y a sur les évolutions de 1990 à 2020. Donc, on observe des réductions de gaz à effet de serre, et tout comme en France, par rapport au reste du monde. Mais cela ne veut pas, même si l'Europe et la France font déjà des efforts, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer ces efforts. Donc, lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2, le dioxyde de carbone, il y a aussi le méthane, les protoxydes d'azote et des, des hydrofluorocarbures. Et donc, disons, quatre groupes de gaz qui sont des fluorures. Et donc, ce tableau, on va pas nous éterniser sur ce tableau parce que on va pas faire un webinaire sur sur la climatologie, désolé. Et donc, si on regarde de plus près, c'est la répartition de ces gaz et directement, on peut voir qu'il y a plus de CO2 et ensuite vient le, le méthane et les dioxydes et les gaz fluorés. Et donc, bien que en Europe, il y a il y a des progrès qui sont en train de réaliser, mais et donc, si on regarde de plus près
ces évolutions de gaz à effet de serre, bien qu'on a des réductions, mais vous pouvez voir que actuellement, et donc, suivant le dernier rapport qui a été publié, donc pour 2021, donc l'Allemagne était en tête et la France qui suit comme deuxième pays en Europe qui émet plus de gaz à effet de serre. Donc, ça, on va pas nous éterniser dessus. Donc, pour dire, par exemple, là, donc, il y a des objectifs qui sont fixés pour viser la neutralité carbone. D'où la raison qu'il y ait un label bas carbone que nous allons parler beaucoup plus tout à l'heure. Donc, et parmi les observations qui sont faites, et après les océans, il y a les sols qui représentent la deuxième source de captation de carbone et qui fait que l'agriculture est reconnue comme une, un puits pour pouvoir capter du carbone. Donc, si l'on rentre dans le vif du sujet pour parler de la neutralité de carbone, donc, parlant du label bas carbone et de son importance dans l'agriculture, on peut voir que le label bas carbone, c'est quoi? Il y a une définition qui a été donnée. Désolé, on me dit que ça se termine dans 10 minutes. Et Désolé, le label bas carbone, donc c'est quoi? C'est une certification qui reconnaît les efforts des agriculteurs, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre pour adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Donc, il joue un rôle crucial dans la transition vers une agriculture plus durable, dans la lutte contre le changement climatique. Donc, il y a des objectifs et des principes de ce label. Donc, c'est d'encourager les exploitations agricoles à réduire leurs émissions et de les aider aussi à adopter des pratiques qui sont plus durables et de les aider à contribuer et à atténuer le changement climatique. Donc, ça se base sur des principes. Les principes reposent principalement sur la promotion des pratiques agricoles qui captent le carbone dans le sol, pour favoriser la réduction des gaz à effet de serre et préserver la biodiversité. Donc, ces mesures permettent de générer des crédits carbone que l'on va définir. C'est quoi un crédit carbone? Un crédit carbone, donc, c'est une sorte de mesure que l'on utilise pour quantifier la réduction de séquestration, la réduction du stockage de carbone. Donc, et ça, qu'est-ce que ça représente pour les agriculteurs? Donc, c'est donc une mesure de réduction. Je vous mets une définition là. Une mesure de réduction et des émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone qui, dépendamment des pratiques que vous mettez en place et qui va permettre de générer ensuite une source de revenus pour les exploitations agricoles qui s'engagent dans des actions sur la lutte contre le changement climatique. Donc, actuellement, il y a des prix. Les prix du marché fluctuent un peu. Donc, on peut parler de 30 à 40 euros la tonne de carbone ou équivalent, puisqu'on a dit, c'est pas, lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, il n'y a pas que le dioxyde de carbone. Donc, les experts essaient de donner un équivalent. Et c'est pour cela qu'on va tout le temps parler de réduction de dioxyde de carbone, mais puisque pour les autres gaz, ils ont fait des équivalences. Et ce prix-là aussi est susceptible d'augmenter selon le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, le stockage de carbone, c'est quoi en soi? Donc, pour les agriculteurs, ils vont devoir mettre en place des pratiques qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, il y a des pratiques aussi qui vont permettre, il y a des pratiques qui vont permettre de réduire les gaz à effet de serre. Il y a aussi des pratiques qui vont permettre de stocker également le carbone dans les sols. Donc, pour faire ça, et dans le cadre du label bas carbone,
Donc, les agriculteurs auront besoin de faire un bilan sur les fermes que l'on va parler plus loin. Donc, c'est une fois que le bilan carbone a été fait et que on voit bien et que vous aurez ou vous avez des crédits carbone. Donc, ces coûts peuvent être financés par des acheteurs qui sont, par exemple, actuellement très nombreux sur le marché à attendre et pour acheter des crédits carbone agricoles. Donc, pour, pour, pour arriver à gérer ou à mettre en place des pratiques, soit pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre ou stocker ces gaz à effet de serre. Donc, l'agriculteur doit pouvoir mettre en place des pratiques qui visent, par exemple, la réduction des engrais, la consommation en énergie. Et disons que si vous utilisez des énergies fossiles, vous pouvez opter pour une énergie qu'on appelle énergie verte, en quelque sorte des énergies renouvelables. L'intégration aussi de couverts intermédiaires l'intégration également de légumineuses dans vos rotations et allongement aussi de rotation. Tout ça, et je pense que dans la présentation de Six femmes et, et Resol, vous allez voir dans les projets comment vous pouvez mettre en place vos projets de séquestration de carbone. Vous allez voir ça un peu plus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc, et il y aurait donc, il faut qu'il y ait des plans d'action spécifiques qui vont se baser sur des méthodologies. Donc, une fois que qu'un diagnostic a été fait sur vos parcelles et que en suivant une méthodologie, et puisque actuellement, pour avoir un crédit carbone, il y a un ensemble de méthodes qui sont utilisées, surtout, par exemple, bon, je ne vais pas les citer, bon, ils sont nombreux. Donc, pour cela, il y a une possibilité par le GAB de faire des bilans que moi-même, qui suis en charge pour le GAB, que je vais pouvoir vous accompagner les agriculteurs directement pour faire des bilans en carbone sur leur ferme. Et ensuite, nous, au GAB, on va faire une mise en relation entre vous et par exemple, il y a la coopérative carbone que je vais donner la parole juste après moi pour faire une brève présentation et je vais faire une mise en relation aussi avec des entreprises, des intermédiaires comme Sisfam et Resol vont, qui vont m'accompagner dans la réalisation de diagnostic carbone sur vos fermes. Et disons, si on parle davantage pour le label carbone, donc le label carbone présente beaucoup d'avantages. Cette liste-là, c'est pas une liste qui est exhaustive parce que ça représente beaucoup. On peut dire, en plus des avantages directs que l'agriculteur auront dans son système qui va être plus résilient pour s'adapter au changement climatique. Il y aurait aussi le label bas carbone donc, offre un ensemble d'avantages qui vont de la valorisation des pratiques durables jusqu'à l'accès de nouveaux marchés, puisqu'il y aurait aussi dans un futur proche des marchés niches qui, et, il y aurait une réduction des coûts puisque vous allez opter pour mettre en place des pratiques qui sont, qui demandent moins de main-d'œuvre ou autre. Et il y aurait aussi une amélioration de votre image, de la réputation, donc suivant vos produits que vous allez vendre, et il y aurait un respect des réglementations environnementales. Donc, et tout de suite, je vais faire suite à la coopérative carbone pour faire une brève présentation. Merci. Bonjour, merci Pierre-Louis. Je m'appelle Caroline Poiré-Domanine, donc je représente la coopérative carbone
Paris et Métropole du Grand Paris. Donc, pour poser en une minute la structure, c'est donc une initiative publique. Donc, la ville de Paris et la Métropole du Grand Paris qui ont choisi de doter le territoire d'un outil, donc la coopérative, qui permet l'accessibilité aux dossiers administratifs et aux financeurs. Donc, la coopérative D'accord. carbone intervient pour labelliser les projets auprès de l'Adréal, donc vraiment sur la partie administrative, et ensuite sur la recherche de financeurs. Donc, dans la coopérative, comme son nom l'indique, ben, c'est une société, c'est une SIC, société coopérative, où il y a 36 sociétaires. Crédit carbone aux alentours de 35 euros la tonne. Et en fait, on va essayer de rémunérer au maximum l'agriculteur, donc quasiment 90%. Et on va se retrouver avec des crédits carbone à 30 euros la tonne de CO2 par agriculteur. Et en moyenne, chez nous, un agriculteur il fait 1,2 crédits carbone par hectare par an. Donc une rémunération moyenne de 35 euros tonne. Donc voilà rapidement pour Sysfarm et notre activité. Merci Étienne. Donc, on laisse la parole à Luc. Merci pour votre belle présentation. Luc? Oui, on arrive. J'arrive, je projette. J'arrive. Vous n'avez pas de questions peut-être sur la présentation d'Étienne avant? Donc, on va faire tout le déroulé. Ensuite, on retourne aux questions. Après. Ok, c'est bon. Je suis en train de projeter, ça arrive. Hop. Donc, dites-moi si vous voyez l'écran. Vous voyez tous l'écran? Yes. Oui. Très bien. Donc, effectivement, chez Risol, donc on est en tout, là, on est à la 7 sur la photo, mais 8 collaborateurs. Notre raison d'être, c'est de favoriser la transition vers une agriculture qui est durable pour la planète, mais aussi viable pour les agriculteurs économiquement et comprise par tous. C'est-à-dire qu'on veut reconnecter le monde agricole avec celui de l'entreprise. On en parlera ensuite, mais ça peut être via des visites de ferme, via la vente en direct de produits agriculteurs aux entreprises qui ont financé le projet, ces choses-là. L'idée de l'accompagnement Resoil, Étienne avait un peu déjà décrit comment se passait un projet bas carbone. Nous, c'est un accompagnement de A à Z. C'est-à-dire qu'on est l'unique intermédiaire, le modèle classique, c'est qu'on est l'unique intermédiaire entre l'agriculteur et l'entreprise financeuse. C'est-à-dire que les équipes de Resoil vont venir rencontrer les agriculteurs sur l'exploitation pour réaliser le diagnostic carbone et voir le potentiel de crédit carbone lié au projet de la ferme et donc le potentiel de rémunération associée. Si suite à ce diagnostic carbone, il y a un intérêt pour la ferme, l'idée c'est de faire labelliser le projet afin d'avoir ensuite accès à une rémunération carbone. Tout au long du projet qui dure 5 ans, ce que mentionnait Étienne, nous, on va faire à la fois un apport d'informations agronomiques via le réseau d'agriculteurs en partageant notamment des notes leviers sur des leviers bas carbone comme valorisation du GSA ou comment gérer la destruction de mes couverts végétaux, ces choses-là. Et ensuite, valorisation et vente des crédits à des entreprises françaises. Donc la logique de permettre la rémunération du projet de l'agriculteur tout au long du projet. Nous, nos engagements auprès des agriculteurs, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait la majorité de la rémunération qui arrive pour l'agriculteur et qu'il n'y ait pas de coût, on va dire, administratif pour cette démarche. C'est pour ça qu'on ne facture pas de frais de diagnostic aux agriculteurs ni les frais d'audit. C'est pris, du coup, en compte dans notre marge qui est de 25%. Donc, sur un crédit carbone qui est vendu 50 euros, il y a 25% pour Risol qui prend en compte les coûts de diagnostic, les frais d'audit et 75% pour l'agriculteur. L'idée, c'est qu'aussi, on ne vend pas 100% des crédits des agriculteurs traditionnellement dès l'année 1 pour permettre de profiter d'une potentielle hausse du prix des crédits dans les années à venir. On a créé cette solution aussi pour enlever ce qui est le fardeau administratif
on s'en charge, c'est-à-dire sur base de vos extractions de données, après, nous, on travaille de notre côté pour faire le diagnostic carbone. Vous n'allez pas devoir rentrer des données dans une plateforme. Euh, voilà. Ensuite, deuxième point. Peut-être une question que vous vous posez, c'est qui achète les crédits carbone? Donc là, on vous reprécise ça, c'est que majoritairement pour le label bas carbone, ce sont des entreprises qui ont des activités en France. On a quelques collectivités et associations aussi. Et parmi les entreprises, les principaux secteurs, vous les avez là. On va voir luxe, cosmétiques prêt-à-porter, parce que un peu un lien avec le secteur agricole et beaucoup de budget. L'immobilier, parce qu'ils sont acteurs de leur territoire. Finance et assurance, on peut penser à des crédits agricoles, des CIC. Des industries, notamment des grosses PME et ETI qui souhaitent financer des projets à côté de leurs usines. L'aérien, parce qu'il y a un contexte réglementaire d'obligation d'acheter des crédits carbone pour les vols intérieurs en France, un peu de cabinet d'IT et de conseil. Pour ce qui est de l'agroalimentaire, en général, il ne passe pas trop par l'achat de crédit carbone, juste certains acteurs, mais souvent par des primes filières bas carbone, c'est-à-dire je paye X euros de plus la tonne de blé si ce blé respecte certaines caractéristiques. Nous, chez Risol, ce qu'on fait, c'est vous savez à qui achète vos crédits carbone, et deux, vous avez un droit de regard. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas vendre vos crédits carbone au secteur aérien, on comprend totalement et vous nous dites, et du coup, on ne poussera pas votre projet à ces acteurs du secteur aérien. Nous, typiquement, on a été démarchés par Total et autres. On ne travaille pas avec Total sur ces choses-là. Donc ça, comme ça, vous avez vraiment un droit de regard sur votre projet, vu que l'idée, c'est aussi de créer après du lien avec l'entreprise qui a financé le projet pour valoriser au mieux votre projet auprès des agriculteurs, des entreprises acheteuses. Maintenant, moi, je vais vous parler un petit peu de rémunération carbone. Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement? Donc, on est parti des agriculteurs qu'on accompagne aujourd'hui en agriculture biologique ou en conversion. Ça représente aujourd'hui chez nous 14 fermes et c'est à peu près un ordre de grandeur de 2500 hectares répartis dans 4 régions. Après avoir réalisé leur diagnostic, nous, on arrive à une moyenne de 1,6 crédits carbone par hectare et par an sur les 14 fermes. Et puisque, comme Luc l'a dit, on vend nos crédits carbone à un prix final de 50 euros, du coup, le crédit, et qu'on réalise 1,6 crédit carbone par hectare et par an, l'agriculteur, en fait, touche effectivement 60 euros par hectare et par an pendant 5 ans, donc pendant toute la durée du projet. Et par rapport à la surface moyenne de nos 14 fermes, ça revenait en fait à un revenu de 10 000 euros par an pour l'agriculteur sur 5 ans. Ça, c'est juste pour les fermes, effectivement, qui sont en bio ou en conversion bio dans notre périmètre. Et là, si on fait un focus plus sur la conversion bio, elle a forcément plus de potentiel qu'une ferme qui est déjà en agriculture bio. Donc avant, je vous avais donné la statistique de 1,6. Là, on est plus entre 1,5 et 2,5 crédits carbone par hectare et par an, ce qui revient à une rémunération de 55 à 95 euros par hectare et par an. Et donc, rapidement, pour rappeler les leviers importants qui sont mis en place pour atteindre cette rémunération, c'est l'arrêt de la fertilisation minérale de synthèse, ça c'est évident, mais aussi l'insertion de légumineuses, de prairies temporaires, l'augmentation des apports d'engrais organiques et aussi l'insertion ou l'augmentation des surfaces de couverts végétaux. Pour donner quelques chiffres, euh, alors on est toujours le premier de quelque chose, donc effectivement, nous, sur la partie, si on compte les projets qui sont diagnostic carbone fait par Resoil, Resoil mandataire et Resoil à la vente, à fin 2023, on était premier développeur de projet sur ça. On avait 66 exploitations, 66 fermes qui étaient déjà labellisées. C'était à peu près 16 000 hectares. Et effectivement, sur les prix de vente des crédits sur les crédits que l'on a vendus en 2023, on était à 50 euros de prix de vente final, soit à peu près 37-38 euros reversés aux agriculteurs. Et voilà, quand on parlait de reconnecter le monde agricole et celui de l'entreprise, en 2023, on a fait à peu près 60 visites de fermes, dont certaines avec des entreprises soit qui avaient déjà financé des projets, soit avec des entreprises qui allaient financer des projets, histoire de leur présenter plus concrètement le projet et de pouvoir les valoriser au mieux. Et depuis 2024, effectivement, on est devenu partenaire du CAP.
Là, je vous donne voilà, quelques exemples de nos entreprises partenaires pour dire qui sont les entreprises qui achètent chez Risol. Donc, on a différentes, on a qui achètent ou qui aident à vendre chez Risol. On a différentes tailles d'entreprises. Donc, on va avoir des grosses entreprises du CAC 40. Là, on voit Veolia, mais il y en a trois autres qui sont en cours de discussion. Il y a des grosses PME ou entreprises de taille intermédiaire comme des Stérineries du Bois. Et après, des plus petits acteurs. Donc, on va avoir des Adextan et autres ou Cévitif. Et voilà, sur le point, reconnecter le monde de l'entreprise et le monde agricole, je laisse Lise. On voulait juste vous faire part rapidement d'un cas pratique qu'on avait eu. Donc, on a accompagné un agriculteur, Augustin. Sa ferme, elle se trouve dans la Vienne. Et son projet, il a été financé par l'entreprise de la Stérinerie du Bois à hauteur de un tiers des crédits carbone générés potentiellement. Et du coup, on vous disait une reconnexion entre le milieu agricole et l'entreprise. C'est parce que l'entreprise qui a financé est venue à la ferme, puisque en fait, elle était intéressée par cette ferme en particulier, car un de leurs labos était situé à 25 km de la ferme et une de leurs usines était située à 80 km. C'était d'autant plus pertinent pour eux parce que eux avaient déjà euh, mesuré leur empreinte carbone et réduit leurs émissions et ils voulaient aller plus loin de manière volontaire et vraiment contribuer à la neutralité carbone en investissant de manière financière dans la transition de cette ferme. Et donc un peu juste pour vous donner du contexte par rapport à l'historique de ces échanges, ils sont venus en octobre 2023 sur la ferme pour un peu comprendre le système et les leviers mis en place et pourquoi il y aurait besoin de financement. Et en novembre de la même année, ils ont finalement signé pour investir à hauteur d'un tiers des crédits carbone. Et vous voyez aussi qu'en février 2024, Augustin est venu en fait présenter un peu sa ferme à tous les managers de l'entreprise avec la directrice RSE et le directeur général. Donc ça permettait vraiment de créer du lien. Et petite anecdote, à la suite de cette réunion en février, Augustin a vendu en direct des volailles élevées en plein air à des salariés de l'entreprise. Donc, là, sur cette planche, on nous a résumé les quatre avantages principaux de notre offre pour vous. C'est que sur sur les, il y a zéro frais d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que les agriculteurs, nous, ne payent pas le diagnostic carbone. En termes de rémunération agriculteur, c'est transparent, c'est que c'est 75% du prix du calendrier carbone qui est reversé à l'agriculteur. Donc, dans les 25%, c'est là qu'on prend en compte tous ces frais de diagnostic et d'audit. Que la charge administrative, le but, c'est pas de vous rajouter de la charge administrative. C'est avec les comptes Télépac et cahiers de fertilisation, on peut faire le diagnostic carbone. Et que, voilà, vu qu'on veut recréer du lien avec le monde d'entreprise, vous avez un droit de regard sur l'entreprise qui achète vos crédits. Et voilà, du coup, si vous avez des questions, voilà, on arrive à la fin de la présentation de notre côté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas comment tu veux procéder, Fritzner, mais on peut répondre à vos questions. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce que parmi les personnes connectées, il y en a déjà qui ont réalisé des diagnostics carbone il y a quelque temps ou est-ce que vous en aviez déjà entendu parler presque même au niveau de la chambre ou comment ça s'est voilà, quel était votre niveau de connaissance sur ça? Désolé, bon, j'étais en train de parler, mon micro était fermé, désolé. Et donc, je tiens à remercier nos intervenants. Et donc, merci à tous pour vos belles présentations. Et donc, je tiens à informer tout le monde que le cadre
est en train donc nous sommes en train de travailler pour les labels bas carbone. Donc, pour les agriculteurs, si vous aurez besoin de faire des diagnostics de bilan de carbone, donc vous pouvez rentrer en contact avec moi. Donc, moi, quand je vais venir vous visiter, je vais vous contacter aussi pour voir si vous avez des projets d'amélioration, des projets d'amélioration de vos pratiques, bon, je ne vais pas dire d'amélioration, de mettre en place des pratiques pour pouvoir capter plus de carbone dans vos sols. Donc, moi, je vais pouvoir faire ces diagnostics pour vous avec la CISPAM et le sol. Et donc, avant de poser les questions directement, je vais vous demander si c'est pas un problème pour vous d'activer vos caméras. Comme ça, je peux prendre une capture d'écran pour nos réseaux sociaux si cela ne vous dérange pas. En regardant les choses de l'extérieur, je profite de ce moment où un ange passe pour intervenir 2 secondes. Je me dis qu'il y a probablement une information qui, pour les personnes qui ne connaissent pas le label bas carbone, est probablement manquante. C'est ce qui justifie la différence de prix à la tonne OK. sur donc le marché du financement. C'est pas expliqué. Alors, la réponse, je la connais, mais bon, je ne Donc, sais pas, les participants, c'est une question que vous vous posez ou pas du tout? Parce que moi, quand je suis arrivée là-dessus, où j'ai vu qu'il y avait des tonnes pour les agriculteurs à 30, d'autres à 55, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui délimite ce prix? Euh, Ça a été abordé, mais pas directement. Donc, Sisfarm et Risol vous ont expliqué finalement le principe des leviers et le principe des co-bénéfices, c'est-à-dire les co-bénéfices sur l'eau, sur la biodiversité. Et selon les leviers qui vont être activés sur vos exploitations, eh bien, il va y avoir des bénéfices plus ou moins grands qui ne sont pas des bénéfices climatiques, mais qui sont des bénéfices environnementaux qui sont valorisables auprès des financeurs. Et alors la coopérative carbone, qui est du coup en ligne directe avec les départements RSE des entreprises. En tout cas, on travaille vraiment dans ce sens. Déjà, on voit que de facto, avant même qu'on arrive, il y a cette réflexion des départements RSE de se dire, OK, il y a le carbone, mais il n'y a pas que ça. Donc la tonne est un métrique clair, le seul qui existe, donc on s'en réfère. Mais finalement, à tonne analogue, on n'a pas forcément les mêmes qualités écosystémiques d'un projet. Et je tiens à préciser que ce sont des facteurs que les entreprises regardent. Les entreprises dans son revenu, des tonnes à très bon marché, qu'on trouve généralement dans des pays éloignés, des tonnes équivalent carbone, il y en a à 1 euro, hein, sur des projets fantômes, sur la déforestation évitée, et ce sont des entreprises qui sont soumises fortement à des risques de polémique. Et il faut comprendre qu'une entreprise qui va financer votre projet, son ambition, elle en a qu'une, c'est une ambition d'image, parce qu'on est sur du carbone volontaire. Donc il n'y a rien qui oblige une entreprise au niveau réglementaire, même si effectivement tout va en ce sens à plus ou moins court terme, mais il n'y a rien qui l'oblige aujourd'hui à contribuer dans des projets environnementaux. Et ce qui la pousse, c'est finalement l'impact réputationnel. C'est d'attirer des bons talents pour travailler, pour les recrutements. C'est de faire de la pub d'être un petit peu voilà, plus blanc que blanc, peu ou prou. Et là-dessus, la coopérative carbone travaille en amont aussi avec les départements RSE, qui est une réduction de l'impact à l'intérieur même de la chaîne de valeur. Donc la contribution est une action des entreprises parmi d'autres. J'ai peut-être pris trop de temps, je suis désolée, je suis intervenue sans qu'on me donne la parole. Il y avait trop de silence, trop de silence. OK. Bon, et donc, on te remercie pour ces clarifications. Et donc, c'est très bien et merci pour ces belles remarques. Et si vous avez des questions, et donc n'hésitez pas à poser vos questions directement sur ce qu'on a présenté, c'est que vous
c'est que par rapport à vous aussi, par rapport à vos besoins, et donc vous pouvez commencer par poser vos questions et vos ressentis aussi. Alors, je vais démarrer. Qui se lance. Bonjour tout le monde, Jacques Rins, agriculteur bio, sur une petite ferme qui fait 60 hectares, qui est en bio depuis très longtemps, qui a déjà des pratiques vertueuses, on va dire très avancées en bio depuis très très longtemps. Et alors, j'avais un peu de questions. Caroline, j'aime bien. Merci pour ton intervention. Du coup, elle me fait m'interroger, est-ce que des agriculteurs bio qui ont déjà des pratiques très vertueuses, donc n'ont pas d'évolution envisagée dans leurs pratiques, peuvent quand même s'intéresser à cette démarche en pensant à ce que Caroline vient de nous raconter. Et puis une deuxième, un petit peu plus technique, je me suis laissé dire que l'utilisation de compost de déchets verts avait pas présenté finalement des bilans pas intéressants dans son optique de crédit carbone. Alors, par rapport du coup à la première question, donc un agriculteur bio de longue date qui a déjà mis en place de nombreuses pratiques agro-environnementales, est-ce qu'il a un intérêt à aller sur le label bas carbone? Je vais dire oui et non. Sur la grande culture, de toute façon, le label bas carbone fonctionne pour toutes les méthodologies avec un principe de base qui est qu'il y a une comptabilisation de l'État, donc de ce que vous faites déjà à ce jour, ce qu'on appelle le scénario de référence. Le scénario de référence, c'est grosso modo de là où vous partez. Et il y a le scénario projet qui est là où vous allez. Finalement, ce que vous allez faire en plus, qui va donc occasionner des coûts et qui va occasionner de la séquestration ou de la réduction d'émissions. Quelqu'un qui a déjà des pratiques extrêmement vertueuses sur la grande culture, évidemment, cet écart va être congru, voire même par rapport à ce que vous stipuliez au niveau du compost. Aujourd'hui, avec la méthode de comptage où Étienne ou je ne sais plus, vous êtes deux chez Rissoil, arrêtez-moi si je me trompe, parce que ce n'est pas moi la technicienne, mais dans la méthodologie de comptage, il me semble que l'impact compost est attribué, enfin, est porté par l'agriculteur et pas par la plateforme de compostage, ni par Euh, l'éleveur. Moi, si je peux C'est éclairer ça qui fait que... là-dessus, en fait, c'est qu'en effet, sur les composts, on a des facteurs d'émission qui sont égaux à 600 parce qu'on prend en compte la fermentation sur la plateforme de compostage pour l'agriculteur. Moi, je Ok. nuancerais juste que le compost, en effet, si vous mettez 20 tonnes hectares, vous allez avoir 600 fois 20 tonnes, en gros, d'émissions. Donc 600 kilos, quasiment 14 tonnes d'émissions sur une parcelle. Maintenant, le compost, il a aussi un effet positif sur le stockage, quoi qu'il se passe sur la partie émission. Et en fait, si votre projet, c'est d'augmenter un peu la dose de compost, vous allez avoir un effet quand même plus bénéfique sur la partie stockage que sur la partie émission. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment donné, bah, la partie compost, vous avez beau mettre 10-20 tonnes, la partie stockage de CO2, elle va être quand même un peu plafonnée, elle va avoir tendance à être moins efficace sur les dernières tonnes du compost. Et par contre, elles, les émissions, elles vont continuer à s'empiler de 600 par 600. Et donc, quand vous atteignez, j'en sais rien, moi, 7-8 tonnes de compost à l'hectare, là, vous avez un effet pervers du compost. En dessous, vous pouvez encore avoir des effets bénéfiques parce que l'effet stockage il est plus important que l'effet des émissions du compost vert. Dans la V2 de la méthode, nous, on est aussi, avec l'outil, on est aussi lié avec les promoteurs de la méthode, on va avoir des rabais de 90% sur les émissions du compost. Donc, en fait, on va avoir des émissions de compost à 10 tonnes de CO2, enfin 10 kilos de CO2 par tonne de produit. Et donc, le compost, demain, aura un effet très, très bénéfique pour ceux qui en mettent. Mais à la date actuelle, sur la V1, en effet, on a des facteurs d'émission énormes sur le compost. On est à 600 kilos par tonne de produit, quand par exemple sur un fumier, on est à 25 kilos par tonne de produit. Donc, beaucoup plus bénéfique de mettre par exemple du fumier que du compost à l'heure actuelle. Et si je peux juste rebondir aussi sur la question
des gens qui sont déjà très vertueux. En effet, on a un peu l'impression qu'on va rémunérer les mauvais élèves ou ceux qui n'ont pas encore pris le pli des bonnes pratiques. On avait eu un mail dans ce sens-là parce que nous, on est contrôlé par la DGEC, qui est la Direction générale de l'énergie et du climat, qui nous avait dit qu'en effet, on ne pouvait plus faire ce qu'on appelle du générique, c'est-à-dire comparer l'agriculteur avec la moyenne régionale ou départementale. Donc, ils avaient mis le holà là-dessus. Maintenant, on a eu un autre cas qui a fait jurisprudence il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle l'APAD, qui a validé un projet avec quasiment 90% d'agriculteurs en générique. Et donc, nous, on est en grande, grande discussion avec la DGEC pour avoir beaucoup plus de clarté sur dans quel cas on peut utiliser du générique ou pas. Et eux, ce qu'ils avaient dit au mois de septembre 2023, c'était que c'était uniquement pour les agriculteurs qui avaient racheté des terres ou pour quelqu'un qui s'installait. Euh, mais on n'a pas eu l'impression que c'était un peu les mêmes règles aussi pour la pâte derrière. Donc, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Et c'est un des gros points de dilemme du label bas carbone à l'heure actuelle. Qui est Je sais pas d'ailleurs si- géré par les DREAL. C'est aussi la complexité, c'est que finalement, dans l'application dans l'application de la réglementation, qui est donc dictée par la DGEC, donc par le ministère, c'est appliqué par les DREAL, donc au niveau régional. Ce sont des antennes où il y a un manque de ressources humaines, hein, et aussi finalement ceci explique cela, une forme d'interprétation parfois de certains passages de la réglementation qui peuvent être un petit peu sibyllins. Ensuite, pour finir de répondre donc à la question en bio, il y a les haies aussi qui existent, donc la plantation de haies, qui sont une méthodologie du label bas carbone, hein, qui là, pour le coup, on sort un peu du sujet puisqu'on parle aujourd'hui des grandes cultures, mais des agriculteurs bio euh, qui souhaitent implanter des haies peuvent aussi bénéficier du label bas carbone. Comme si et vous voyez mon écran. Oui, Ok. Si je rebondis là-dessus, donc par rapport à la première question de Jacques, oui. Donc merci déjà pour vos réponses. Donc je pense que c'est très pertinent par rapport à ce que vous dites. Donc comme le dernier point de Caroline, donc et pour l'agriculture biologique, et donc, il y a plusieurs points et donc d'amélioration aussi qui peuvent être faits, surtout, disons que, comme j'avais parlé de la consommation en énergie, déjà, si vous utilisez beaucoup d'énergie fossile et si vous pensez à diminuer, à passer à une autre forme d'énergie qui est en passant par de l'énergie renouvelable, plus d'énergie renouvelable, donc ça peut améliorer vos systèmes et donc aussi il y a aussi l'ABC aussi par exemple si on regarde là donc par exemple les techniques culturelles sans labo et plus et intégration aussi plus de couverts permanents donc même aussi intégrer plus d'agroforesterie donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites donc c'est pour cela que ça demande une étude approfondie pour faire. Donc, c'est pour cela qu'il y a un bilan qui doit être fait sur votre système pour comparer ce que vous avez déjà fait et c'est que par rapport à ce que vous allez faire comme système et solar présenté suivant des scénarios ou des références et un scénario projet. Pour le scénario projet, c'est en fonction de ce que vous envisagez de faire, disons par exemple dans les 3 ans à venir. Et ça, il se peut que ça permet pour un agriculteur biologique de générer beaucoup de crédits carbone. Je ne sais pas si nous avons répondu par rapport à ce que vous voulez entendre, Jacques. J'ai... Euh, oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Bah, il y en a qui ont eu tort d'avoir raison trop tôt, mais c'est pas grave. Euh, c'est ce qu'on dit, hein, il y a euh, pire que d'avoir tort, hein, c'est d'avoir raison trop tôt. c'est- Mais Merci l'objectif, Caroline.
L'objectif en Est-ce soi, c'est... est-ce que je lance une question un peu Ok. plus large? Est-ce que enfin, vous l'avez peut-être compris, je me suis un peu dirigé vers l'agriculture de conservation et donc j'ai enrichi mes sols avec des composts d'une façon assez intense afin d'atteindre un niveau de matière organique dans le sol qui me permet de ne plus acheter d'engrais. Euh, et ben, je voulais plus. Voilà, quelle était ma question? Dans cette optique, moi je me dis, ben, le, je trouverais juste et équitable que finalement les entreprises incitent et rémunèrent les pratiques de l'agriculture de conservation, peut-être à travers, pourquoi pas, la rémunération le remboursement de l'achat de semences de couvert, par exemple. Comment vous réagissez à une proposition comme ça, qui doit être évidemment en dehors des clous, mais à la fois incitative d'avoir des pratiques vertueuses euh, et juste pour ceux qui sont déjà bien avancés dans l'évolution de leurs pratiques. Et voilà, je profite de la présence de trois acteurs pour ce sujet, pour lancer cette idée et voir qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus. Bah, après, moi, sur les semences de couvert, ça reste quand même au bout, du bout des gros semenciers, généralement des gros faiseurs qui les font. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Ce qui est toujours intéressant sur le marché du carbone, c'est aussi qu'il y a une partie aussi où il y a un marché en fait derrière. Faut pas se cacher non plus derrière ça. C'est pas un gros mot de dire qu'il y a un marché, qui est la production en fait quelque part de tonnes de CO2. Et en fait, du coup, il y a un intérêt pour l'acheteur. Mais bien que ce soit de la compensation volontaire, Caroline l'a dit, il y a un besoin d'image. Il y a même maintenant des décrets qui imposent à des entreprises d'acheter des crédits carbone sur le label bas carbone. Après, oui, moi je vous rejoins, ça pourrait exister, mais alors, quand on se dirait pourquoi la semence, pourquoi pas les biostimes, pourquoi pas enfin, j'en aurais plein, pourquoi pas les légumineuses, il y aurait plein de piliers. Et ça va plutôt être des appareils, j'ai l'impression, de subvention qui sont en train de se dessiner là-dessus, publics, plutôt que des appareils privés. Aujourd'hui, je crois que enfin, c'est quasiment unique qu'on ait des entreprises d'agriculteurs qui, en fait, achètent quasiment du service des agriculteurs. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant avec le marché, parce qu'il y a, OK, il y a une rémunération, ça répond à la partie économique, c'est très important pour les agriculteurs pour qu'ils se lancent sur un marché. Il n'y a pas que ça, il y a une réponse environnementale. Quelque part, l'agriculteur change ses pratiques, il donne cette réponse environnementale-là. Et il y a un lien sociétal, que Marisol l'a bien démontré, Luc, avec les visites terrain, qu'on fait aussi chez nous. Pour répondre au cercle vertueux de la durabilité, il faut ces trois piliers-là. Et le crédit carbone, même si ce n'est qu'un moyen, hein, c'est pas une fin en soi de vendre des tonnes de CO2, le but du jeu, c'est d'avoir des agriculteurs qui changent leurs pratiques et d'émettre moins, même à l'échelle France. Il répond en fait à ces trois critères-là, de demande sociétale, de demande environnementale et de demande économique. Après, il pourrait exister d'autres marchés, justement, en effet, sur la partie des couverts végétaux, mais je pense que c'est plutôt les PSE qui font ça, où ça peut peut-être mieux marcher. Mais je pense que c'est compliqué aujourd'hui de forcer la main et d'expliquer déjà à une entreprise ce que c'est qu'un couvert végétal. Parce que je pense qu'il y en a, nous, 90% ne le savent pas au premier rendez-vous. C'est long à expliquer. On préfère plutôt parler de biomasse, humus. Ça leur résonne un peu plus parce que c'est aussi des passerelles avec ce que fait aussi la forêt, plutôt que d'être très technique avec eux. Mm. Les couverts végétaux d'interculture, c'est quand même le cheval de bataille d'une agroécologie Ouais, bien sûr. qualitative. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et en fait, c'est juste que ça, c'est la perception du monde agricole. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, il faut voir les perceptions qu'on a de l'autre côté, parce que c'est un marché où il y a vous, mais il y a les entreprises aussi avec qui on travaille. Et vous avez des gens qui sont très loin au départ du marché agricole et aller très rapidement avec eux sur la technique sans que eux, ils aient de gains derrière, en fait. Donc là, si vous payez des couverts végétaux, ils ont du mal, eux, à valoriser ça auprès de leurs salariés, auprès de leurs collaborateurs.
Par contre, s'ils disent qu'ils financent la transition bas carbone d'une ferme au travers des crédits carbone que eux-mêmes, dans leur comptabilité extra-financière, ils peuvent reporter au bout des 5 années, et qu'il y ait un cadre normalisé de l'État, ça les rassure vachement plus. Là, ils se disent on est dans le vrai, on a l'État qui nous accompagne. Euh, Après, enfin, c'est comme tout, c'est jamais parfait, il peut exister d'autres modèles. Mais en tout cas, ce modèle-là, et nous, utilisateurs de la méthode et utilisateurs du système, et ayant beaucoup d'agriculteurs partenaires avec nous, on le trouve assez bien fait. Mais ce qu'on parle là, c'est quasiment le plus gros point bloquant du label bas carbone, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui avaient eu raison trop tôt. Voilà. Je crois qu'il y a Claire qui aimerait intervenir. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, Super. Donc je me présente Claire Leroy, responsable du pôle agricole au GAB Île-de-France. Déjà merci pour ces différentes présentations et interventions. Ma question concerne du coup les acheteurs qu'on évoque actuellement. Est-ce que vous faites des démarches pour justement vendre, mais aussi aux communes, aux collectivités, finalement, avoir cet esprit de vendre des crédits carbone, mais à une échelle un peu locale. Euh, voilà, à cette échelle un peu Alors, locale. au niveau de la coopérative, évidemment, on a un ADN profondément territorial, hein. On travaille avec des acteurs de la région parisienne et donc les collectivités sont évidemment dans nos cibles. Les collectivités, il y a par contre un mécanisme qui est fondamentalement plus complexe, c'est le droit des marchés publics, où du coup, ça rend finalement un appel à manifestation d'intérêt pour la collectivité assez complexe à rédiger et là, on se heurte finalement par rapport à la possibilité de pédagogie justement pour rédiger cet AMI à de la manipulation de marché public, donc c'est c'est extrêmement complexe de pouvoir les conseiller parce qu'il n'y a pas encore cette culture du co-bénéfice. Et donc, si on raisonne uniquement, voilà, marché, bon, voilà, je suis une collectivité, j'ai une demande, je veux acheter des tonnes équivalent carbone sur un projet agricole. Bah, il y a le projet agricole chez A, il me coûte, avec tous les frais qu'il peut y avoir autour d'audit et de labellisation, il me coûte 50 euros la tonne, par exemple. Et chez le projet B, il coûte 70. Et ben, qu'est-ce qui définit que j'accepte d'acheter à un prix plus cher? Donc finalement, là, avec la collectivité, à date, et moi je ne suis pas du tout juriste, là où on en est, ce qu'on observe comme point bloquant, c'est finalement par rapport à la texture même des marchés publics et de la manière dont ils sont montés. Il faudrait qu'il y ait dans l'écriture même du marché public, donc vraiment en amont, la stipulation de co-bénéfices qui permettent finalement d'avoir des projets vraiment qualitatifs au niveau environnemental et bien rémunérés pour l'agriculteur, ce qui est encore aujourd'hui complexe parce que l'information n'est pas forcément parvenue aux personnes qui sont en charge de ce type de questions. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Claire? d'un point de vue côté Risol, nous, de notre expertise, après un peu plus d'un an de démarchage entreprise, si on veut faire efficace et vendre à un bon prix, c'est-à-dire 50 euros ou plus, Mhm. pour avoir un cycle de décision du coup qui n'est pas trop long côté entreprise, il faut viser des grosses PME ou entreprises de taille intermédiaire qui ont un budget, donc qui ont quand même, qui font une certaine marge et qui souhaitent agir au niveau local pour pouvoir du coup se rendre compte de ce que mentionnait Claire, de tous ces co-bénéfices liés au projet, d'avoir aussi un facteur de côté social, c'est-à-dire de pouvoir impliquer leurs collaborateurs ou leurs parties prenantes pour venir visiter les fermes. Et là, en l'espace de 3 à 4 mois entre la première discussion et le fait que le premier paiement, on peut vendre un certain nombre de crédits. Dès qu'on va adresser des entreprises, grandes entreprises, les cycles de vente, donc c'est le temps entre la première discussion et la vente des crédits, va être beaucoup plus long. On va aller à 8 à 12 mois. Et aussi, sur certains secteurs, les prix vont être, dès qu'il y a des gros achats de volume, souvent les prix sont limités. Typiquement pour l'aérien, c'est 40 euros max le prix de la tonne.
Sauf dans certains cas, où là, ça peut vous intéresser, c'est que pour les fermes qui sont en bio ou en conversion bio, avec le critère est plus de 5% d'infrastructures agroécologiques, le prix du crédit carbone peut être à 60 euros. Mais ce sont des critères très précis. Mais si on veut faire le plus efficace en termes de paiement, il faut faire privé, entreprise, PME, ETI pour avoir des décisions rapides et au niveau à proximité de cette entreprise. Et quand on dit rapide, c'est quand même minimum 3 mois si c'est le plus efficace possible. Claire, tu peux poser la question et que tu as posée dans la conversation directement. Oui, j'en profite, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a besoin de comprendre un petit peu. Du coup, vous nous avez évoqué vraiment la manière dont vont se faire les diagnostics, les prix, les acheteurs. Est-ce que vous avez une idée du nombre de crédits moyens, mais vraiment une fourchette, mais du nombre de crédits moyens qu'on aurait en ferme céréalière et si vous avez déjà fait des diagnostics, du coup, en Île-de-France pour qu'on puisse représenter un petit peu le volume que ça peut faire. Bah, Avant, on a rapidement évoqué que en moyenne, sur les 14 fermes qu'on a déjà accompagnées, En bio ou conversion bio. exactement, on est à 1,6 crédit carbone par an et par hectare. En référence vraiment propre à la ferme. Alors après, ce chiffre est élevé parce que aussi on fait un contexte d'exploitation et on voit s'il y a certaines évolutions de pratiques. Je vais prendre l'exemple d'un agriculteur qui était déjà en bio et ces évolutions de pratiques qui vont lui permettre d'aller plus loin, notamment sur le stockage de carbone, c'est développer le semis sous couvert. Il allait faire des cultures dérobées, donc de la lentille et du soja derrière, et apporter plus d'engrais organiques, des viandes de volaille. Donc c'est ça qui fait qu'il est au-dessus d'un crédit carbone. Là, la moyenne, c'est 1,6. Ouais, nous, on a un peu moins que ça. Moi, je suis en train de Pour regarder. la cibler, effectivement, ouais. C'est pour ça. Ouais, nous, on a 41 agriculteurs à date chez nous, 7021 hectares, et on est à 7200 crédits carbone, 7600 crédits carbone. Ça doit faire du, 1,1, quoi, quand même. ouais, quasiment, quoi. Mm. Grosso modo, ce qu'on a chez nous. Et tu me diras, Étienne, mais le point de vue Rissol, nous, pour vendre quand même les crédits bio, les projets d'agriculteurs en bio, en conversion bio, euh, soit se vendent plus facilement, soit se vendent à un prix plus élevé. Je sais pas si ça Ouais, te... ouais. Euh, alors nous, ouais, alors on les vend plus facilement, prix plus élevé, pas forcément. Mais c'est sûr qu'à prix égal, on va avoir plus d'appétence sur un agri bio qu'un agri en conventionnel, enfin, mécaniquement, parce que ça va toujours rendre le projet plus sexy pour l'entreprise dans son cahier des charges. Mais nous, on ne vend pas forcément plus cher. Tu parles des crédits, peut-être des bonus biodiv, mais nous, on les a pas. Enfin, on les trouve compliqués à calculer derrière. Et, Ok. et Luc, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui explique c'est ça que les crédits carbone en bio se vendent plus cher et pour toi, qu'est-ce que toi, tu vois qui est derrière tout ça et pourquoi? Bah, en fait, ce dont parlait Caroline, c'est qu'effectivement, les entreprises, maintenant, ils veulent pas juste financer du crédit carbone, parce que c'est en plus, il y a eu des scandales sur ça, avec des méthodes un peu fallacieuses, sur des plantations d'arbres à l'autre bout du monde qui n'étaient jamais faites. Donc, ils veulent du local, certes en France, mais du carbone et biodiversité. Et ce qui rime le plus avec biodiversité, c'est agriculture biologique. En plus, c'est un label qui est reconnu, bah, qui est connu de tout le monde, qui est défini, où on sait expliquer facilement qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'intrants de fertilisation de synthèse, bien-être animal s'il y a de l'élevage à côté. Donc ça, c'est clair pour eux et c'est parmi les co-bénéfices qui, nous, de ce qui ressort, c'est celui qui est le plus valorisé par les entreprises, c'est quand il y a zéro pesticide ou du moins une réduction des pesticides sur des projets. Le deuxième étant plutôt ce qui est lié à la qualité de l'eau, donc les lessivages de nitrates ou les consommations en eau des exploitations, parce que ça, c'est un sujet qui commence à être un peu plus prégnant dans l'esprit des gens avec les problèmes de sécheresse. Sauf peut-être cette année-là. Mais...
Ok. Mais c'est important ce que disait Étienne, c'est que là, on parle de potentiel de crédit carbone, de rémunération suite à un diagnostic carbone, mais après, il faut vendre les crédits. C'est pas comme vendre des tonnes de blé. Ça demande beaucoup plus d'éducation des entreprises. Et même au-delà de vendre plus cher les bio, déjà, ce sont des projets qui se vendent plus facilement. Beaucoup plus facilement. Et, bon, merci déjà pour ces questions. Est-ce que vous avez d'autres questions et d'autres remarques? Si, n'hésitez pas, si vous en avez. J'ai encore une question. Du coup, je m'interroge, est-ce que c'est vraiment l'évolution des pratiques qui génère les crédits ou c'est les pratiques mises en place qui génèrent les crédits? Du coup, avec vos dernières paroles, j'ai un petit doute. C'est Ouais. l'évolution entre le Évolution. scénario, pardon. Il y a le scénario de référence, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est votre bilan. D'accord. Il y a le scénario projet, c'est ce que vous allez faire et qui va vous générer des coûts et peut-être une baisse de production. C'est ce calcul-là qui est censé d'ailleurs délimiter alors, la tonne équivalent carbone, ça c'est un vaste sujet, donc son prix. Mais voilà, enfin, après, Étienne semblait ouvrir une porte que je ne connaissais pas. C'est pas moi qui l'ai Pour... ouverte, c'est la DGEC malheureusement qui l'a Mais on discute re-entrouverte. aussi avec Monsieur Tirana à la DGEC et je l'ai pas senti très ouvert sur la question du scénario générique. Donc moi, ce que je constate à date, mais qui effectivement est peut-être soumis à évolution, c'est que voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il y a votre bilan aujourd'hui, c'est le scénario actuel. Il y a le scénario projet, ce que vous allez faire. Voilà, plus, moins, le résultat, c'est ça. C'est le résultat en tonnes sur 5 ans. Et après, il y a quand même aussi quelque chose, c'est que nous, quand on a débuté, il y avait quand même beaucoup d'acteurs qui se pensaient peut-être bons, très bons par rapport à la moyenne. Et nous, on peut toujours calculer, si, même par curiosité, vous voulez savoir comment vous positionnez par rapport à la moyenne des exploitations, vu qu'on avait le calculateur qui était fait pour ça avant qu'on nous ferme le robinet. Euh, on, on est quand même, généralement, avec quand on fait ce qu'on appelle des références génériques, on a quand même des peu de gains en crédit carbone, même parfois en se comparant avec la région. Et nous, ce qu'on voit souvent, c'est que généralement, on faisait un générique et ce qu'on appelle un spécifique. Donc, spécifique qui est le cadre de changement de pratique. Et on avait toujours un peu plus à gagner en allant sur une spécifique, soit en touchant à la biomasse des couverts. Après, aujourd'hui, il faudrait que je m'interroge, enfin, qu'on s'interroge vraiment ensemble de quels sont vos couverts, quelle biomasse vous faites sur vos couverts, etc. S'ils sont déjà travaillés au maximum, bah là, à nouveau, on va être coincé. Et on essaie de trouver toujours des petits leviers d'action quand même pour aller en fait chercher du crédit carbone avec des bios. Euh, et nous, on en a vendu des bios, c'est intéressant, mais voilà, en fait, c'était en effet en générique et ça a été très très dur pour nous de les vendre parce que quand bien même on va voir un acheteur et on lui explique que la ferme n'évolue pas, ils n'ont pas envie d'acheter de l'acquis. Ils préfèrent acheter des gens qui se transforment. C'est ça aussi une notion du marché. Nous, les entreprises avec qui on travaille, ils ont envie de payer des transformations d'agriculteurs et pas de payer des gens qui ont déjà fait leur transformation. Donc, en fait, il y a aussi cet effet-là du marché qui est un peu pervers, c'est au-delà de la réglementation. La demande aussi côté entreprise, elle préfère largement avoir un agriculteur qui transforme son modèle que payer quelqu'un qui a déjà transformé son modèle. Donc, c'est pour ça que le générique, il n'était pas non plus ultra utilisé. Et en fait, pourquoi moi je vous dis qu'il y a peut-être une ouverture, c'est que justement le label bas carbone a autorisé un projet qui contredit totalement ce qu'ils nous ont envoyé comme signaux depuis un an. Et donc nous, on leur demande des explications aussi parce qu'ils doivent être garants quand même d'une équité entre les différents acteurs sur le label bas carbone. Ensuite, c'est une question au-delà du fonctionnement réglementaire. Moi, je comprends, ça a été ma première réaction aussi, finalement une réaction de révolte, de se dire, mais finalement, bah, excusez-moi l'expression, mais c'est dégueulasse. Il y a des gens
qui soignent l'environnement depuis des années et ils sont pénalisés dans cette mesure-là. Et en fait, en y réfléchissant avec un petit peu plus de distance, ben, on comprend que l'enjeu, c'est l'évolution sociétale. C'est pas la récompense des gens qui ont été pionniers. Je dis pas que c'est quelque chose de bien ou de pas bien. Je sors finalement de cette réflexion de ce qui est bien de manière empirique. Le label bas carbone existe, a été créé pour fédérer des changements de pratiques massives dans des secteurs émissifs tels que le bâtiment, l'agriculture. Et donc, bah, ceux qui ont fait les démarches avant, c'est super parce que probablement, même en toute certitude, vous avez joué votre part dans le fait que ce véhicule aujourd'hui existe pour les autres. Mais effectivement, ceux qui ont déjà tous les leviers mis en place, bah, ils ne sont pas récompensés pour ça. Mais je le répète, ils peuvent quand même planter des haies parce qu'en région parisienne, j'en vois pas beaucoup. Et ça serait peut-être pas mal qu'il y en ait plus. Perso, j'ai déjà planté des haies aussi. Désolé, Ah, mais Caroline. vous avez tout fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est pas grave. Je regrette pas d'avoir eu raison trop tôt, comme on disait tout à l'heure. Je regrette pas du tout. Est-ce que, Caroline, est-ce que c'est, donc normalement, il faut pour tout le monde, donc, puisqu'on est là et donc c'est en discussion, donc, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'on doit aussi pousser un peu plus aussi pour voir et puis sur les scénarios génériques? Ou, parce que normalement, c'est comme s'il y a il y a une confiance déjà qui, par exemple, et qui se fait du genre que, par exemple, si Jacques, lui, il a un système qui est qui capte beaucoup de carbone déjà aujourd'hui, et là, si, par exemple, disons, désolé, je vais dire comme ça, disons qu'il est frustré, il dit que, bon, voilà, moi, je change mon système et je coupe mes haies, donc c'est comme si, donc c'est la confiance qu'il y a déjà, qu'il y a actuellement en Jacques, qu'il ne va pas dégager plus de carbone dans l'atmosphère. Donc, je comprends les questions de Jacques. Donc, là, ils se sont frustrés par rapport. Donc, lui, il se peut qu'il y a quelqu'un qui va avoir des crédits carbone et que Jacques, lui, son système capte beaucoup plus de carbone. Oui, oui, si c'est déjà en place et qu'il n'y a pas eu de démarche avant. Jacques, on parle de vous à la troisième personne du coup, hein, capte déjà tout le carbone possible dans ses sols et dans sa biomasse parce qu'il est déjà à fond. Et ben, la marge de progression, elle est à zéro. Donc, il n'est pas éligible au label bas carbone. Je vous dis, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Je pense que la question n'est pas là parce que ça, on s'éloigne. Euh, le label bas carbone a été mis en place de manière ministérielle et il y a que deux pays qui font ça, hein, c'est la France et l'Espagne. C'est les deux seuls standards publics. Donc la France a choisi de mettre ça en place pour systématiser certaines pratiques et donner la possibilité à ceux qui ne l'ont pas fait avant de le faire parce que le besoin, il est global. Et il n'y a plus une réflexion de se dire, moi j'ai bien fait, je dois être récompensé pour service rendu. La réflexion, elle est finalement au-delà de ça. La réflexion, elle est à l'échelle des territoires, du groupe, à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale. Et puis, bon, voilà. C'était ça votre question? Je ne suis pas sûre de l'avoir comprise. Oui, oui, c'est bon. Merci pour tes réponses. Et s'il n'y a pas de questions, donc, vu que l'heure avance, il y a eu cette coupure. Je suis vraiment désolé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, je tiens à vous remercier donc, d'avoir participé dans ce webinaire. Donc, j'espère que, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses et qu'il y a parmi vous qui s'intéressent bien parce que normalement, là,
lorsqu'on parle de la vente, si je résume un peu, lorsqu'on parle de la vente des crédits carbone, c'est comme si, et c'est pas c'est comme si, c'est vous avez, disons que vous avez votre propre projet de transformation de votre ferme et que donc vous voulez améliorer votre système ces améliorations vont apporter des bénéfices pour le système, pour ton système, pour vos systèmes agricoles et que il y a des entreprises, donc à travers la compensation carbone, qui peuvent financer aussi vos projets d'amélioration et de captation de carbone et de réduction de carbone sur les forêts. Donc, je tiens à vous remercier et je remercie également les intervenants. Et c'est- on est réjouis qu'on ait pu faire ce webinaire normalement et désolé aussi pour l'interruption qu'il y a eu. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, Bonne soirée. merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.